qui s'intitule Les essais qui ont changé le monde. Este programa se llama Los ensayos que cambiaron el mundo. Alors, j'ai bien sûr été ravie de lire et d'entendre que le livre de Freud, L'interprétation du rêve, en faisait partie. Y por supuesto me encantó leer y escuchar que el libro de Freud, la interpretación de los sueños, estaba en esta lista. Mais pas les écrits de Lacan. Pero no estaban los escritos de Lacan. Alors, je reviens donc à Freud qui, lui, essaye d'établir la liste des livres. Vuelvo entonces a Freud que intenta establecer así la lista de los libros. À qui on est redevable, dit-il, d'une bonne partie de ses connaissances. A esos a los que uno debe parte de su conocimiento de la vida. Et de sa vision du monde. Y de su cosmovisión propia. Donc, dans la liste qu'il établit, il n'y a que des auteurs qui lui sont contemporains. Entonces, en esa lista que él establece, todos son escritos por autores contemporáneos. Contrairement à ce que j'ai entendu récemment dire par Elisabeth Roudinesco, contrariamente a lo que yo escucho decir recientemente a Elizabeth Roudinesco. Vous voyez qui c'est Roudinesco en Colombie? ¿Saben quién es Elizabeth Roudinesco en Colombia? C'est quelqu'un qui a établi une biographie de Freud et de Lacan. Es alguien que estableció una biografía de Freud y de Lacan. C'est tout à son honneur. Obviamente en su honor. Ça peut être aussi problématique. Pero eso también puede ser problemático. Par exemple, quand elle dit que Freud n'a pas lu ses contemporains. Por ejemplo, cuando ella dice que Freud no leyó sus contemporáneos. Ce qui est, à mon avis, une monstruosité. Lo que es desde mi punto de vista una monstruosidad. Alors, justement, comment dire, le rapport de Freud à la littérature, je vais un peu modifier ce passage, Monica, mais je vais garder le rapport de Freud à la littérature n'est pas un simple rapport d'érudition. Entonces, lo que quiero decir es que la relación de Freud a la literatura no es una simple relación de erudición. C'est un rapport vivant. Es más una relación viva. Qui ne s'éteint pas dans l'atmosphère surannée des bibliothèques. Que no se apaga en las atmósferas de las bibliotecas. Si. Freud est très attaché à la vie. Freud es una persona muy apegada a la vida. Et je vous rapporte ce qu'il a dit quand il a appris l'autodafé où on brûlait ses livres, où les nazis ont brûlé ses livres. Les voy a contar algo de lo que él dijo, su reacción de lo que él hizo cuando los nazis quemaron sus libros. En même temps que ceux de Heine, Schnitzler, Wassermann et de tant d'autres. De sus libros, pero también los libros de Heine, de Schnitzler, Wassermann y pues tantos otros. Freud a dit, au moins je brûle dans la meilleure des compagnies. Freud dice entonces, al menos ardo en la mejor de las compañías. Il me semble que ça, c'est important de voir comment Freud y choisit la vie plutôt que les livres. Me parece importante señalar cómo Freud escoge la vida en lugar de los libros. Comme Giacometti, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il sauverait si son atelier prenait feu. ¿Cómo, tu me répètes nous? Giacometti, le sculpteur Giacometti. Como el escultor Giacometti, cuando debe escoger algo para salvar. Il a répondu qu'il sauverait le chat. Él dice que salvaría a su gato. A su gato, si. Alors, alors que certains romanciers du 19e siècle font des hystériques
les personnages majeurs de leurs romans, Entonces, mientras algunos novelistas del siglo XIX hacían de las histéricas los personajes principales de sus novelas, Freud, en les écoutant, les hystériques, Freud, al escuchar a estas histéricas, va être amené à mesurer la portée sociale du discours hystérique iba a medir el alcance social del discurso histérico et à frayer la voie pour un nouveau lien social que Lacan appellera le discours analytique. y a desbrozar el camino de un nuevo lazo social que Lacan llamaría el discurso analítico. Je vais prendre un exemple. Voy a tomar un ejemplo. Émile Zola, qui est un grand romancier français du 19e siècle, Voy a tomar el ejemplo de Émile Zola, que es un gran novelista francés del siglo XIX et que Freud connaissait très très bien. y que Freud conocía muy bien. Il connaissait l'œuvre, pardon, pas forcément l'homme. Él no conocía al hombre, pero la obra. Mais il s'est aussi beaucoup intéressé à l'homme. Il lui Pero también vale. se interesó al hombre. Il lui a consacré plusieurs allocutions. Il a suivi son procès dans l'affaire Dreyfus. Siguió todo su proceso. Il aurait aimé qu'un de ses élèves, Theodor Reich, écrive sur Zola une monographie. Incluso le habría gustado que uno de sus alumnos, Theodor Reich, escribiera una monografía sobre él. Mais il me semble que c'est surtout l'immense lecteur qu'était Zola qui a intéressé Freud. Pero me parece que es sobre todo el lector inmenso que fue Zola lo que le interesaba a Freud. Et il me semble que c'est le renouvellement de la question de la lecture qui est en jeu dans le rapport de la psychanalyse avec la littérature. Y me parece entonces que es la renovación de la cuestión de la lectura lo que está en juego en la relación del psicoanálisis con la literatura. C'est ce que je vais essayer d'explorer avec vous aujourd'hui. Es lo que me propongo explorar hoy con ustedes. C'est-à-dire qu'aux questions qui sont celles de chaque lecteur, a las preguntas que son las de cada lector, il faut en ajouter une. Tendremos que agregar una. Pour nous, les psychanalystes, qu'en est-il de la lecture pour la fonction du psychanalyste? Esa pregunta es para nosotros analistas, ¿qué es la lectura para la función del psicoanalista? Autrement dit, à mon avis, il ne peut pas y avoir de psychanalyste illettré. Entonces, desde mi punto de vista, no puede haber psicoanalistas iletrados. Si. On en reparlera dans la deuxième conférence certainement de ce point. Vamos a hablar en la segunda conferencia de este punto. Alors, mon deuxième point, donc, je l'ai intitulé « Une nouvelle méthode de lecture ». El segundo punto lo titulé Un nuevo método de lectura. Si j'ai parlé de Zola, si les hablé de Zola, c'est parce que dans l'interprétation des rêves, es porque en la interpretación de los sueños, Freud situe ce qu'il lui doit à Zola. Freud sitúa radicalmente lo que debe a este escritor, lo que debe a Zola. Donc, il écrit cette affirmation, él escribe allí esta afirmación. Ma science provient du germinal de Zola. Mi ciencia, mi conocimiento me viene del germinal de Zola. Alors, voy a decir algo sobre la traducción, Marie-José. Marie-José dice ciencia, hablando de la interpretación de los sueños, porque así fue traducido en francés. Sí. Entonces, nosotros no decimos ciencia para que cuando captan la palabra es porque nosotros en español se ha traducido la interpretación de los sueños, no la ciencia de los sueños, como se tradujo en francés.
Oui, oui, il y a ça, Monica, mais il y a aussi le fait que dans le texte de Freud, à ce moment-là, quand il dit ma science provient du germinal de Zola, c'est une expression qui veut dire aussi mon savoir, ce que je Voilà. sais, ce que je sais. Entonces ella está precisando que en el texto de Freud él dice mi ciencia, mi conocimiento, eso que yo sé, Si, me viene de Zola. si. Parce qu'aujourd'hui, il y a une autre traduction de la Traudeutung qui Porque dit hoy hay otra. qui n'est plus la science des rêves, qui est l'interprétation du rêve. Ah, porque entonces hoy Aujourd'hui. hay otra traducción, hoy hay otra traducción de la Traudeutung de Freud, que ya no es la ciencia de los sueños, sino la interpretación de los sueños. Si. Gracias por tu atención, Monica. Alors, Germinal, juste un petit mot sur ce roman qui est le plus lu de Émile Zola. Entonces, roman... sobre Germinal, que es la obra más grande y más leída de Zola, voy a decir algunas palabras. Qui jouit d'un prestige à l'égal de celui des Misérables de Victor Hugo. Es una obra que goza de un prestigio igual que el de Los Miserables de Victor Hugo. C'est une peinture épique de la vie des mineurs dans le nord de la France du XIXe siècle. Es un retrato épico de la vida de los menores del norte de Francia en el siglo XIX. Zola dans son roman, Zola organise la mise en scène d'une catastrophe. En su novela, Zola organiza la puesta en escena de una catástrofe. Mineros, no menores. Ah, perdón. Ah, oui. De los mineros. Entonces es un retrato épico de la vida de los mineros. Gracias, María de los Ángeles. De los mineros del norte de Francia. Donc, il organise la mise en scène d'une catastrophe via une cause et un héros. Y organiza la puesta en escena de una catástrofe vía una causa y un héroe. Oui, si, Maria Dolor, elle nous dit quelque chose. Oui, c'est sûr. Alors, dans le chapitre donc de l'interprétation du rêve, y en el capítulo en uno de los capítulos de la interpretación de los sueños, qui s'appelle Le matériel du rêve et les sources du rêve, que se llama Sobre el material y las fuentes del sueño, Freud fait état de la nouveauté de sa méthode de lecture. Freud da cuenta de la novedad de su método de lectura. Un rêve se lit dans ce qui s'en dit. Un sueño puede leerse en lo que en ello se dice. Si. Et non pas dans ce que ça voudrait dire. Y no en lo que querría decir. Il en va d'autre chose que du sens. Entonces esto tiene que ver con algo diferente al sentido. Alors, il prend un exemple. Je ne vais pas prendre le temps d'énoncer, de donner l'énoncé du rêve, parce que ce n'est pas ça qui compte ici pour nous, mais vous pouvez tous aller le lire. Entonces, yo voy a tomar un ejemplo, pero no voy a enunciar todo el ejemplo del sueño, porque no tendríamos tiempo de desarrollarlo todo, pero están invitados a ir a mirar. C'est un rêve, il l'appelle le rêve révolutionnaire. Él lo llama el sueño revolucionario. C'est un rêve qui pourrait être suscité par une envie pressante d'uriner. Es un sueño que podría ser provocado por unas ganas de orinar. Et justement, Freud montre, il est dans un train quand il fait ce rêve et il ne peut pas aller pisser. Él está en un tren cuando tiene este sueño y no puede ir a orinar. Mais ce qu'il montre, c'est que ce n'est pas l'impérieux besoin physiologique qui est déterminant. Pero entonces lo que él muestra, Freud, es que no es la imperiosa necesidad fisiológica la que es determinante, mais bien le rapport du sujet au signifiant.
sino más bien la relación del sujeto al significante. Alors qu'il n'a pas encore la connaissance de la linguistique, de ce que Ferdinand de Saussure va établir, Todavía incluso sin contar con el conocimiento del concepto que su Freud. contemporáneo Ferdinand de Saussure estaba estableciendo. Freud fait de la linguistique sans le savoir. Aquí Freud está haciendo lingüística sin saberlo. Dans l'analyse qu'il fait de ce rêve, En el análisis que él hace sobre este sueño, pas moins de 4 idiomes, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le français, no hay menos de 4 idiomas, inglés, español, alemán y francés, auxquels il faut encore ajouter le latin, a los cuales habría que agregar incluso el latín, qui sont donc évoqués dans cette page son evocados en esta página pour rendre compte de la logique signifiante à l'œuvre dans les associations du rêveur. para dar cuenta de la lógica significante operando en las asociaciones del soñador. Freud ne parle ici que de mots. Freud aquí solo habla de palabras Qui se traduisent, que se traducen, et cette traduction est ce qui lui permet d'élasticiser le langage. y esta traducción es lo que le permite darle una cierta elasticidad al lenguaje. Bien sûr, l'inconscient ne s'embarrasse pas de la contradiction. Sabiendo que el inconsciente no se embaraza con la contradicción, Donc, on ne devrait pas s'étonner que ce lieu no debería sorprendernos que este lugar, accueillant des mots qui se représentent à la va comme je te pousse, je ne sais pas si tu peux traduire ça. je connais pas cette expression. Ça veut dire comme on peut, enfin un peu de travers, un peu, je sais pas, Gélie, tu as une idée de comment on peut traduire ça? Non. Tu répètes, Marie-Josée? Alors, on ne devrait pas s'étonner que ce lieu accueillant des mots qui se présentent à la va comme je te pousse. C'est-à-dire... On a fait une traduction... Vas-y. On a fait cette traducción-là. Entonces, no deberíamos sorprendernos que este lugar acogedor de las palabras que se presentan sin una dirección particular, évidemment, on ne traduit pas textuellement ce que tu as dit. On n'a pas dit qui traduisait ça, mais ok. Ça parle d'une direction, en fait. Oui. Donc, on ne devrait pas s'étonner que ce lieu ne s'embarrasse pas davantage de la distinction entre les langues. Entonces, voy a retomar toda la frase. No debería sorprendernos que este lugar acogedor de las palabras que se representan sin una dirección particular no se embarace mucho con la distinción entre las lenguas. Donc, je vais venir au mot principal qui est le tusilage en français. Voy a venir a este sueño particular que es sobre el tusilago. En francés es igual en español. Igual, sí. Et Uflatitsch en allemand. Que es Uflatitsch en alemán. C'est une espèce de plante, donc, dont les petits noms. En este sueño, entonces, está la presencia de esta planta, que es una planta herbácea. Sí, dont les petits noms, pas d'âne, el paso de... Hasta de asno. Que tiene varios nombres, por ejemplo, pata de asno. Ou Filius antepatrem. O Filius antepatrem. Parce que les feuilles viennent avant les fleurs. Porque la floración non, le contraire. Excusez-moi, non. Les fleurs viennent avant le feuillage. Avant le feuillage. Porque se llama Filius antepatrem, porque la floración se produce mucho antes que el follaje.
Donc, en tout cas, ça pourrait être des invitations à y trouver du sens. Todos esos nombres podrían ser invitación a encontrarle un sentido. Or, ce que Freud associe, c'est Pero lo que Freud asocia sobre esto c'est une traduction en français una traducción al francés de la salade que les enfants dans le roman de Zola sont invités à ramener. Una traducción al francés de la ensalada que los hombres en la novela de Emilio Zola son invitados a traer. Pissenlit. Que es pissenlit. Hicimos una pequeña presentación para que traten de captar el juego de palabras. La planta en francés se llama pissenlit, que se traduce en español como diente de león, pero pissenlit quiere decir, se tiene que descomponer esa palabra que queda como mea en la cama, orina en la cama. Sí. Gracias, Mónica. Donc, la chaîne associative de Freud Entonces, la cadena asociativa de Freud est très jubilatoire quand on le lit. Que verdaderamente cuando uno lo lee es jubilatoria. Et quelque peu scatologique. Y un poco escatológica también. En fait, il s'appuie sur la continuité métonymique commandée par la proximité sonore. Entonces, lo que él hace es apoyarse en la contigüidad metonímica ordenada por la proximidad sonora entre ouflatiche et flatus. Esa proximidad sonora entre ouflatiche y flatus. Cette proximité se charge de lui rappeler. Esta proximidad se encarga de recordarle. Il s'était juré de mettre en exergue du chapitre pour parler de sa conception et du traitement de l'hystérie. Esta proximidad se encarga de recordarle que él se había jurado poner en el exergo de este capítulo de la interpretación, hablar de su concepción. La devise que les Anglais ont fait frapper sur une médaille après leur victoire sur l'invincible Armada. Hablar sobre su concepción y tratamiento de la histérica, y le viene el lema que los ingleses hicieron marcar sobre una medalla después de una victoria de la susodicha invencible Armada. Flavit et dissipati sunt, c'est du latin donc. Entonces, lo que le viene por esta sonoridad de how flatish y flatus es lo que hay marcado en la medalla de los ingleses, que es flavit y dissipa sunt en latín. Il souffla et les voilà dispersés. Que la traduciríamos como sopló con sus vientos y se esparcieron. Donc, c'est compliqué de suivre, mais c'est vraiment très intéressant de le suivre en relisant ce texte de Freud. Es un poco difícil de seguir, pero es interesante cuando lo puedan seguir leyendo este capítulo de Freud. Parce que quand on suit pas à pas le déchiffrage qu'il fait, porque cuando uno sigue paso a paso el desciframiento que él hace, on devine à plusieurs reprises son sourire. Adivinamos repetidas veces su sonrisa. Parce qu'il ne méconnaît pas sa prétention à expliquer les symptômes hystériques. Porque en efecto, él no desconoce su pretensión de explicar los síntomas histéricos. Pas plus qu'il ne minimise sa propre hystérie. Y tampoco minimiza su propia histeria. Dans la satisfaction joyeuse qu'il trouve à éclairer le mécanisme psychique à partir du plus innocent et du plus trivial matériau.
Entonces él no minimiza su propia histeria en la satisfacción alegre que encuentra al esclarecer el mecanismo psíquico que parte del más inocente y más trivial material. C'est-à-dire pipi caca. C'est un peu ça. Es un poco pipí caca, es un poco las Sí. palabras casi que infantiles que usan los Sí. niños para hablar del pipí de la caca. Si. Et voilà. Donc, Freud a passé beaucoup de temps à écouter. Entonces Freud dedicó mucho tiempo a escuchar. Ce qui est remarquable, dit Lacan, Lo que es más relevante, dice Lacan, c'est que de ce qu'il écoutait résultait quelque chose de paradoxal eu égard à ce qui est une lecture. lo más relevante, dice Lacan, es que de lo que él escuchaba resultaba algo paradójico con respecto a lo que es una lectura. Donc c'est ça, c'est comme ça que Lacan situe l'invention freudienne. Es así como Lacan sitúa la invención freudiana. Ce fut pendant qu'il écoutait les hystériques que Freud lut qu'il y avait un inconscient et qu'il inventa la psychanalyse. Fue mientras que escuchaba las histéricas que Freud leyó que había un inconsciente y que inventó el psicoanálisis. Donc, il me semble que Freud a inventé un dispositif de parole Freud inventó entonces un dispositivo de palabra qui a permis une nouvelle façon de lire ce qui se dit dans ce qui s'entend. que permitió una nueva manera de leer lo que se dice en lo que se escucha. Lacan, lui, va inventer un ludion logique, l'objet petit a, Lacan inventó un ludión lógico, el objeto A, qui vient mettre quelques clartés sur ce qui reste oublié dans l'opération, dans la première opération. Hein, lire ce qui se dit dans ce qui s'entend, c'est la première partie de l'opération. En inventant l'objet petit a, Lacan apporte la lumière sur ce qui reste oublié, soit qu'on dise. Entonces, el ludión lógico que inventa Lacan, el objeto A, viene a dar una cierta claridad a lo que queda olvidado en la operación. En la primera parte de la operación, es decir, en lo que se dice. Habíamos dicho arriba de leer lo que se dice en lo que se escucha. Entonces, la primera parte es lo que se dice. Si. Surtout, ce qui est important, c'est que Lacan, finalement, il insiste que ce qui reste, c'est qu'on dise qui reste oublié. Hein. Entonces, es esto, que se dice lo que queda olvidado. Si. Alors, mon troisième point, la lecture et l'interprétation. El tercer punto es la lectura y la interpretación. Donc, nous savons tous ici que la psychanalyse consiste dans une pratique de parole. Bueno, cada uno sabemos aquí que el psicoanálisis consiste en una práctica de palabra qui suppose un qui parle et un qui écoute. Que supone uno que habla y uno que escucha. Et une qui traduit. Y uno que traduce. Donc, a priori, pas de lecture et pas de livre ni d'écrit dans cette affaire. Entonces, no hay lectura, ni libro, ni escrito en el asunto a priori. L'association libre, qui est la règle fondamentale de la psychanalyse. La asociación libre, que es la regla fundamental del psicoanálisis. Dire ce qui vient. Decir lo que se le ocurra. Est impossible à l'écrit. Es imposible al escrito. C'est ce que les surréalistes n'ont pas manqué d'interroger dans le grand bouillonnement du début du XXe siècle.
Es aquello que los surrealistas no dejaron de interrogar en esa gran efervescencia de principios del siglo XIX. Pas de psychanalyse par SMS. No hay psicoanálisis, nada de psicoanálisis por SMS, los mensajes cortos. Sí. Escritos. Los mensajes cortos escritos de la telefonía, por ejemplo. Si. Alors, donc, on fait une psychanalyse parce que quelque chose qui vient de notre façon de supporter notre destin d'être parlant nous rend la vie difficile, voire insupportable. Entonces, se hace un psicoanálisis porque algo que viene de nuestra manera de sostener nuestro destino de parler-être, de palabrantecer, nos vuelve la vida difícil, a veces insoportable. Donc, le pari de la psychanalyse part de l'impossible cohabitation entre l'être et le savoir. Y la apuesta del psicoanálisis parte de lo imposible de la convivencia entre el ser y el saber. Pour rendre possible, tu veux dire... Si, oui. Si. Pour rendre... Alors, j'ai perdu ma... Donc, le pari de la psychanalyse. Oui, c'est de partir de ça pour rendre possible la construction d'une marge où sa question subjective puisse être lue par le sujet. Entonces, esta apuesta es hacer de lo imposible, que es la convivencia entre el ser y el saber, la apuesta es hacer posible la construcción de un margen en el que su pregunta subjetiva pueda ser leída por el sujeto. De manière à ce qu'elle produise un rapport vivable à soi-même, au monde et aux autres. De tal manera que con ello se produzca una relación soportable, una relación posible consigo mismo, con el mundo y con los otros. Alors, ce qui est particulier, c'est que dès que nous voyons quelque chose, nous en faisons une lecture. Lo que es particular es que en cuanto nosotros vemos algo, hacemos una lectura. Une lecture que nous ne nous savons pas en train de faire. Una lectura de la cual no nos sabemos que la estamos haciendo. No nos sabemos haciéndola. Si. En fait, c'est comme si une histoire se racontait à même notre rétine. Es incluso como si una historia se estuviera contando, diciendo antes de ser comprendida. Même que... Comment? Comprendida, antes de ser comprendida. Si. Avant même que nous en ayons saisi le sens et même le propos. Hein? Antes de que nosotros hayamos captado algo del sentido o del propósito. On pourrait appeler ça une lecture inconsciente. Podríamos decir que esto es una lectura inconsciente. Avoir entendu ou avoir vu avant d'avoir compris. Haber entendido o haber visto antes de haber comprendido. Nous oblige à lire avant de déchiffrer. Nos obliga a leer antes de descifrar. On y reviendra. Vamos a volver sobre esto. Vous savez que Lacan va traduire das Unbewusste, l'inconscient en allemand. Ustedes saben que Lacan va a traducir das Unbewusste, el inconsciente, par l'unbewusst. Lo va a traducir por una bévue, una equivocación, una equivocación. Alors, oui, merci beaucoup parce que tu expliques très bien. La bévue en français, c'est l'erreur de vue. Entonces, una equivocación, la bévue, es una equivocación, un equívoco de vista en francés. Sí. Alors,
Donc, nous l'avons vu justement, le rêve et son interprétation tiennent une place inaugurale dans les rapports de la lecture et de l'inconscient. Hemos visto precisamente que el sueño y su interpretación ocupan un lugar inaugural en la relación entre la lectura y el inconsciente. C'est dans le séminaire encore que Lacan reformule d'une phrase le travail prométhéen de Freud. Fue en el seminario aún donde Lacan reformula en una frase la obra prometeica de Freud. Qui règle une fois pour toutes, à mon avis, la question de la clé des songes. Que zanja de una vez por todas, desde mi punto de vista, la cuestión de la clave de los sueños. Donc la phrase en question, c'est « Un rêve, ça se lit dans ce qui s'en dit ». La frase es, un sueño puede leerse en lo que en ello se dice. Donc, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il s'agit dès lors de déchiffrer l'allusif. Esto es como lo difícil, porque se trata de descifrar lo alusivo. Le rapide, l'incohérent, le bégaiement, la syntaxique, la confusion de plans, la superposition de mots. Se trata de descifrar lo alusivo, lo rápido, lo incoherente, el tartamudeo, lo que es asintáctico, la confusión de planos. Donc tout ça ne résout pas l'énigme. Plutôt cela la fait grandir. Y todo eso no resuelve el enigma, más bien lo hace crecer. Nous reviendrons sur la question du déchiffrage un peu plus tard. También vamos a volver un poco más tarde sobre el asunto del desciframiento. Donc, Freud considérait le rêve comme la forme élue pour dire ce dont il est impossible de parler. Entonces Freud consideraba el sueño como la forma elegida para decir eso de lo que es imposible hablar. Donc, raconter un rêve, n'est-ce pas mettre en évidence le trou que le rêve signale et que, non, le trou que le rêve recouvre et que le couvrant, il signale. Contar un sueño no es poner en evidencia el agujero que el sueño recubre y que por cubrirlo lo señala. Sí. Le rêve est souvent dysorthographique, voire asémantique. El sueño es a menudo disortográfico, incluso es asemántico. Espèce de témoin à charge de cet ombilique qui dit à la fois le point d'où surgit le sens et celui où cesse sa possibilité. El sueño es una especie de testigo encargado de este ombligo que dice a la vez el punto donde surge el sentido y en el que cesa su posibilidad. Vraiment, c'est un lieu impossible. Entonces es un lugar imposible. Ce matin, j'ai participé un petit moment au colloque organisé par nos collègues en Roumanie sur le cauchemar. Esta mañana yo estuve un momento en el coloquio que organizaron los colegas rumanos sobre la pesadilla. Alors, Freud finalement se tient dans son interprétation du rêve dans ce lieu impossible où il y a à lire plusieurs phrases à la fois. Entonces, en su interpretación de los sueños, Freud se mantiene en el lugar que fue evocado allí como ese lugar imposible en el que hay que leer varias frases a la vez. Et Lacan aurait aimé qu'on lise certaines de ces aphorismes de cette façon, en faisant glisser les mots. A Lacan le habría gustado que se leyeran así algunos de sus aforismos, haciendo deslizar del uno al otro las palabras.
Si. Alors, il prend un exemple, mais alors je vais te laisser la parole, Monica, pour expliquer ça en espagnol. C'est une conférence qu'il a faite au Grand Orient de France où il prend un exemple, il parle de sensé et pensure. Ella va a tomar el ejemplo, un ejemplo que da Lacan, entre dos palabras que son sensato y pensura. Yo creo que también hicimos la presentación de esta, Sí, que es un desplazamiento entre equívoco, sí, con pensamiento y censura. sí, sí, voilà. C'est ça qu'il a trouvé chez Joyce. Es James esto lo que Joyce. él encontró, es esto lo que Lacan encontró con la lectura de Joyce. Sa façon à Joyce de truffer le signifié d'un essaim de signifiants. Y la manera de Joyce rellenar el significado con un enjambre de significantes. Lacan y retrouve ce qu'il y a de plus proche à ce qu'il revient au psychanalyste de lire, de lapsus. Lacan encuentra allí lo más parecido a lo que los psicoanalistas tienen que leer, el lapsus. Soit ce qui peut se lire d'une infinité de façons différentes. Es decir, aquello que se puede leer de infinitas maneras diferentes. Alors, c'est mon quatrième point, qu'est-ce qui concerne le psychanalyste dans la lecture? Este es mi cuarto punto, que es lo que concierne al psicoanalista en la lectura. Il me semble que le psychanalyste le devient psychanalyste. El psicoanalista habrá devenido psicoanalista parce qu'il aura appris de son analyse, porque él habrá aprendido de su análisis, parce qu'il aura su en lire et donner à lire. Por aquello que habrá sabido leer y dar a leer. Ainsi que de sa fréquentation assidue des textes de Freud, de Lacan et de quelques autres. Así como lo que ha hecho de su compañía asidua en los textos de Freud y de Lacan y de algunos otros. Donc, le psychanalyste devrait pouvoir témoigner de sa façon de lire. Entonces, el psicoanalista debería, por tanto, poder testimoniar de su manera de leer. Nous en connaissons quelques-uns qui le font remarquablement. Y conocemos algunos que lo hacen de manera admirable. Je pense à Colette Solaire notamment. Mais estoy pensando específicamente en Colette Solaire. Mais attention, le psychanalyste n'est pas à confondre avec la personne qui prête sa carcasse à la fonction. Pero cuidado, el psicoanalista aquí no tiene que confundirse con la persona que presta su carcasa a la función. Il y a certainement des rapports très différents à la lecture. Por supuesto, hay unas relaciones muy diferentes a la lectura, por gusto, par formation, par culture, etc. Por formación, por cultura, etc. Et il ne s'agit pas ici des diverses façons de lire, aussi multiples que les lecteurs. Y no se trata aquí de estas maneras diversas de leer, tan múltiples como los lectores. Ce que je voudrais, c'est plutôt donner un aperçu de la spécificité de l'interprétation analytique, de la lecture analytique. Lo que está en cuestión aquí es más bien dar un atisbo a la especificidad de la interpretación analítica, de la lectura analítica. Lecture qui porte sur la parole. Lectura que se refiere a la palabra. Donc, le rapport de la psychanalyse à la lecture n'est pas de l'ordre de l'exégèse, Oh, exégèse. Pour moi, c'est imposible. Hein? La relación del psicoanálisis a la lectura no es del orden de la exégesis. Interpréter un électrocardiogramme, un texte de la Bible, le mouvement d'une planète, c'est totalement différent de l'interprétation qui porte sur la parole.
Interpretar un electrocardiograma, un texto de la Biblia, el movimiento de un planeta, es completamente diferente de la interpretación que se refiere a la palabra. On va y revenir. Vamos a volver sobre esto también. Mais il y a un autre point. Ce sont des textes de Freud que la psychanalyse tient sa consistance. Es de los textos de Freud que el psicoanálisis tiene su consistencia, de donde se soporta el psicoanálisis. Sí. Il n'y aurait pas de psychanalyse aujourd'hui si Freud n'avait pas écrit. No habría psicoanálisis hoy si Freud no hubiera escrito. Alors, en même temps, pour Freud, le poète a toujours un tour d'avance. E incluso para el mismo Freud, él lo dice, el poeta le lleva alguna ventaja. Par exemple, à lire Freud, à le relire, on se rend compte que les mots de Shakespeare, immense clinicien, por ejemplo, al leer a Freud, nos damos cuenta que las palabras de Shakespeare, inmenso clínico, hantent, tels des passagers clandestins, le travail de Freud d'un bout à l'autre de son œuvre. Las palabras de Shakespeare, que es un clínico, rondan como polizontes el trabajo de Freud de un extremo a otro de su obra. À ce passager clandestin qui éclaire le génie de Freud, Lacan va en ajouter d'autres. A este polizón, a este pasajero clandestino que esclarece el genio de Freud, Lacan va a añadir algunos otros. Lewis Carroll, par exemple, et au fur et à mesure de son enseignement, Héraclite, ses contemporains, Duras, Beckett, Joyce, etc. Entonces él va a añadir, por ejemplo, a Lewis Carroll, en la medida pues de su enseñanza, agrega otros desde Heráclito y sus contemporáneos, Duras, Beckett, Joyce, etc. Ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est sur la fonction de la citation. Sobre lo que quiero atraer su atención es sobre la función de la citación. La citation, à mon avis, n'est pas une illustration. La citación, en mi punto de vista, no es una ilustración, mais un déplacement, sino un desplazamiento. Soit le mouvement même de la psychanalyse. Es decir, el movimiento mismo del psicoanálisis. Bien sûr, il y a un usage de la citation qui tend à réduire le texte à des passages détachables. Claro que hay un uso de la citación que tiende a reducir el texto a pasajes desplegables. Il me semble qu'il est plus pertinent que la citation soit l'occasion de faire sonner la part de langue étrangère. Pero me parece que sería más pertinente que la citación fuera la ocasión de hacer sonar la parte de lengua extranjera. La part intraduisible qui hante nos propos, qui truffe nos propos. Esa parte intraducible que llena, atiborra nuestras intenciones. Vous connaissez tous la phrase de Saint-Augustin sur l'envie et la jalousie que Lacan cite à plusieurs reprises. Tal vez conocen ustedes la frase sobre la envidia que San Agustín dice y que trae Lacan. Il y revient plusieurs fois. Él vuelve a esto en varias ocasiones. Et s'il y revient plusieurs fois, il y revient à chaque fois avec une traduction un peu différente. Y cada vez que él vuelve sobre esta frase, él viene con una traducción un poco diferente. C'est bien qu'il y a lu quelque chose qui ne se laisse pas traduire. Y creo que es porque él ha leído algo que no se deja traducir. Donc, il me semble que c'est le même usage qui est fait dans l'interprétation analytique. Me parece entonces que es el mismo uso
que se hace en la interpretación analítica, quand le psychanalyste cueille dans le discours de l'analysant un mot, cuando el analista acoge, toma del discurso del analizante una palabra, une phrase, una frase, pour la faire résonner justement comme une énigme, comme une parole obscure, comme un mi-dire. la toma para hacerla resonar como un enigma, como una palabra oscura o un medio decir. C'est pour ça que Lacan va insister après Freud. Es por esto que Lacan insistirá después de Freud pour que la formation de psychanalyste fasse une grande place à l'histoire de la langue. Y Lacan entonces insistirá en que la formación del psicoanalista tenga un lugar importante, que en esa formación tenga un lugar importante la historia de la lengua. Chaque psychanalyste vient à la psychanalyse avec sa formation et ses goûts. Cada psicoanalista llega al psicoanálisis con su formación y sus gustos. Donc, il est tout aussi important de lire les mathématiques, la biologie, les sciences, etc., que la littérature. Y a este respecto es igual de importante leer las matemáticas, la biología, las ciencias, al igual que la literatura. Sí. Alors, cependant, Lacan, dans la conférence sur la chose freudienne en 1955, sin embargo, Lacan en la conferencia sobre la causa freudiana en 1955 va souligner la nécessité d'avoir pris une idée de l'implication de la littérature et de l'art pour l'intelligence du texte de notre expérience. Lacan subraya allí la necesidad de la implicación de la literatura y del arte para la intelección del texto de nuestra experiencia. C'est pour ça que Lacan en appelle à un échange constant avec ces disciplines. Es por esto que Lacan hace como un llamado constante para un intercambio con estas disciplinas. Donc, vous voyez que la lecture dont il est question ici est une lecture exigeante, studieuse, curieuse, à l'opposé de celle que l'on fait pour s'endormir. Ustedes ven que la lectura de la que se trata aquí es entonces una lectura exigente, estudiosa, curiosa, contrario a lo que es la lectura que hacemos para dormirnos. Sí. Donc, cette lecture a pour but de permettre aux psychanalystes de penser les conditions de l'expérience analytique. Y esta lectura tiene por objetivo permitirle a los analistas pensar en las condiciones de la experiencia psicoanalítica. Les conditions de cette expérience qui justement conduisent le psychanalyste dans son acte à ne pas penser. Esas condiciones, las condiciones de esta experiencia, conducen al analista en su acto a no pensar. Alors, j'en viens à mon 5e point. Qu'est-ce que Lacan fait de la littérature? El quinto punto es, ¿qué es lo que Lacan hace con la literatura? C'est une question qui m'avait été posée par une amie qui est professeure de littérature dans les universités américaines de Paris. Es una pregunta que me hizo una amiga que es profesora en una universidad sobre literatura. Lacan fait un usage pluriel de la littérature. Y pienso que Lacan hace un uso plural de la literatura. Bien sûr, elle fait partie intégrante de sa formation et elle l'accompagne tout au long de son enseignement. Obviamente ella hace parte integral de su formación y lo acompaña a lo largo de toda su enseñanza. Il y trouve matière clinique en quelque sorte. Él encuentra allí material clínico de alguna manera. Et matière aussi à remise en question de la clinique même. Pero también encuentra material para esclarecimiento, para preguntas o incluso para cuestionamientos de la clínica. Sa lecture de Joyce lui a
lui a fait revoir son abord de la psychose. Por ejemplo, su lectura de Joyce le hizo volver a mirar su aproximación a la psicosis. C'est dans la conférence à l'université de Yale en 1975 Es en la conferencia es en la conferencia en la Universidad de Yale en los Estados Unidos en el 75 et de l'ouverture de la section clinique de Paris y en la apertura de la sección clínica de París que Lacan interroge à plusieurs reprises les liens entre psychanalyse et littérature. En esas dos conferencias, Lacan interroga repetidas veces los lazos entre el psicoanálisis y la literatura. Si Lacan a salué l'écrivain que fut Freud, Si Lacan reconoció al escritor que fue Freud, c'est non pas pour un vague apport culturel, no es por un vago aporte cultural, mais bien pour ce qui est décisif à intéresser le psychanalyste aussi loin qu'il le peut au langage, comme à ce que le langage détermine dans le sujet. C'est une citation. Sino más bien, y es una citación, es por lo decisivo, sobre todo para interesar al psicoanalista, tanto como le sea posible, en el lenguaje, como en aquello que él determina en el sujeto. D'une certaine façon, cela le conduit à regretter que certains aient voulu nous faire de Freud un écrivain. Esto lo lleva a lamentar de alguna manera que algunos hubieran querido hacer de Freud un escritor. Alors que Lacan le considère illisible à Freud dans la traduction française. Cuando él mismo, Lacan, considera a Freud ilegible en la traducción francesa. Donc, dans sa lecture en allemand du texte de la Traudeutung, en su lectura en alemán del texto de la Traudeutung, Lacan s'en remet à ce qui, dans la langue, est du chewing-gum. Lacan nos remite a eso que en la lengua es como un chicle. Pour rappeler d'une part la préséance dans l'inconscient du signifiant sur le signifié. Para recordarnos, por una parte, la precedencia en el inconsciente del significante sobre el significado, du signe sur le sens, del signo sobre el sentido, et d'autre part, la primeur de la petite chanson des premiers propos entendus sur leur sens. Y por otro lado, la primacía de la melodía de las primeras palabras escuchadas sobre su sentido. Et enfin, ce qu'il rappelle aussi, avec cette histoire de chewing-gum, c'est le finalmente esto que él recuerda con este tema del chicle, c'est que c'est le primordial de l'orientation sur la signification. En français, le sens a deux significations, celle de la signification et celle de l'orientation. Y finalmente entonces el carácter primordial de esta orientación sobre la significación. María José nos hace caer en cuenta que sentido en francés puede tener dos formas de ser entendido, en español también, que es el sentido, pero también el de la orientación, norte, sur, etc. Sí. Alors, finalement, qu'il n'y ait que du langage dans cette élucubration de l'inconscient n'en fait pas une question de littérature. Entonces, finalmente, que no haya más que lenguaje en esta elucubración del inconsciente no lo convierte, por tanto, en una cuestión de literatura. Donc, si un littéraire est quelqu'un qui a beaucoup lu, si un literario es alguien que ha leído mucho, alguien que leyó mucho, on peut sans hésiter qualifier Freud et Lacan de littéraires. Podríamos, sin vacilar, calificar así a Freud y a Lacan. Cela en fait-il pour autant des écrivains? Esto no los convierte, por tanto, en escritores.
ils partagent tous les deux, Lacan et Freud, une certaine réserve à l'égard du pouvoir supposé civilisateur de la littérature. Y ellos comparten ambos al respecto de esto una cierta reserva, así como al respecto del supuesto poder civilizador de la literatura. Freud notait, par exemple, que le psychanalyste n'apprendrait rien du poète sur ce qui le guide dans son acte. Freud señalaba, por ejemplo, que el psicoanalista no aprendería nada del poeta sobre lo que lo guía en su acto. Lacan, lui, demandait comment se laisse-t-on engluer dans ce métier d'écrivain. Y Lacan se preguntaba a quienes mostraban una cierta fascinación con respecto a la literatura, cómo nos dejamos atrapar por este oficio del escritor. Mais il ne faut pas entendre que Lacan déprécierait là les écrivains. No hay que escuchar aquí que Lacan despreciaría a los escritores. Quand il dit ça, c'est à l'adresse des étudiants américains. Cuando él dice esto es más bien una pregunta que él dirigió a los estudiantes americanos. Comment et pourquoi devient-on psychanalyste? ¿Cómo y por qué uno se vuelve psicoanalista? Uno deviene psicoanalista. C'est ça la question pour nous. Esta es la cuestión, esta es la pregunta para nosotros. Alors, on a vu, par exemple, à la rencontre école ça y est, je ne sais plus où c'est qu'on était à la rencontre école, Chélie. À Buenos Aires, excusez-moi, j'ai eu un trou tout d'un coup. À la rencontre école de Buenos Aires, on avait posé cette question justement. Pudimos ver en el último encuentro de escuela en Buenos Aires que se planteó algo de esta pregunta. Et on voit bien que c'est difficile de risquer une réponse. Y me parece que es arriesgado o que es difícil arriesgar una respuesta. Alors, j'en viens à mon avant-dernier point peut-être, de la littérature à la lettre. Oui, c'est ça, c'est l'avant-dernier. Este es el antepenúltimo punto de la literatura a la letra. Lacan va revenir à plusieurs reprises sur la différence de voie d'approche de la psychanalyse entre Freud et lui-même. Lacan vuelve repetidas veces sobre la diferencia en la vía de aproximación del psicoanálisis entre Freud y él mismo. Le premier intérêt de Freud, je l'ai dit au début, était la parole des hystériques. El primer interés de Freud era la palabra de los histéricos. Celui de Lacan s'est révélé être les écrits des malades de Sainte-Anne. El de Lacan resultó ser el de los escritos de los enfermos de Santa Ana. Il me semble que dans cette différence, il serait intéressant de situer ce que chacune doit à l'idiome de chacun et à la structure de chaque idiome. Pero en esta diferencia en la cual sería ciertamente interesante situar lo que cada una de las vías, de esas dos vías, debe al idioma de cada uno y a la de estructura de cada una de sus lenguas, de sus idiomas. Je n'ai pas encore fait ce travail, mais je crois que ça vaudrait le coup. Yo no he hecho ese trabajo, pero me parece que valdría la pena. Mais il ne faut pas laisser filer une partition binaire du type à l'un la parole et à l'un la parole et l'écoute et à l'autre l'écrit et la lecture. No nos podemos dejar llevar tampoco por esta especie de división, a uno la palabra y la escucha y al otro la palabra y el escrito. Parce que Lacan lui-même, par exemple, dit que Freud n'est jamais plus heureux qu'avec un texte. Il parle du président Schreiber. Porque Lacan mismo subraya sobre este punto que Freud nunca estuvo más feliz que con un texto. Él lo dice haciendo referencia al texto del presidente Schreiber. Donc, en fait, une nouvelle articulation a surgi
entre la parole et la lecture. Entonces una nueva articulación surge, una nueva entre la palabra y la lectura, la parole et la lecture. Oui. Alors, une nouvelle articulation, nouvelle, c'est-à-dire dans un rapport à la fois d'apparentement et de rupture. C'est ça le nouveau. Es nueva, la novedad es entre una especie de relación de agrupación, pero al mismo tiempo de ruptura. Lacan, lui, n'avait pas inventé la psychanalyse, mais a réinventé le tranchant. Lacan no tenía que inventar el psicoanálisis, pero lo reinventó a partir de cierta zanja, lo reinventó zanjándolo. Sa voie d'approche à Lacan a été l'écrit. Y la vía de aproximación de Lacan fue el escrito. Mais très vite, il a mesuré que c'est davantage à leur lecture qu'aux écrits eux-mêmes que revient la tâche d'éclairer le fonctionnement psychique. Pero muy rápido evaluó que era más en su lectura que en los escritos mismos, que eso corresponde más entonces con la tarea de esclarecer el funcionamiento psíquico, más con la lectura que con el escrito. Donc, avec son enseignement, il va tendre à isoler le minimum mathématisable. Y así en su enseñanza, él va a tender a aislar este mínimo matematizable. Qui s'écrit non pas avec des mots, mais avec des lettres, des petites lettres. Que se escribe no con palabras, sino con letras minúsculas. Et entre le mot et la lettre, il y a un monde, c'est ce qu'il va dire à plusieurs reprises. Y entre la palabra y la letra hay una enorme distancia, eso lo va a repetir él en distintas ocasiones. Donc, j'essaye de raccourcir un peu. Voy a cortar un poco. Bon, je vais venir à mon dernier point, de retour du Japon. Me voy a ir hasta el último punto, el retorno del Japón. Il me semble qu'il y a un tournant dans l'enseignement de Lacan. Me parece que hay un viraje en la enseñanza de Lacan au retour de son voyage au Japon. Al retorno de su viaje al Japón. Qui, à l'occasion d'une anagramme, voire une contrepéterie, littérature devient littérateur. Que a partir, en ocasión más bien de un anagrama, incluso una especie de lapsus burlesco en el que literatura deviene lituratierra. Il me semble qu'à partir de là, Lacan développe autre chose. Me parece que a partir de aquí Lacan desarrolla otra cosa. Bien sûr, le lecteur de Lacan entend l'équivoque joycienne dont il a déjà parlé. El lector de Lacan escucha allí, por supuesto, el equívoco joyciano. Il en a parlé dans le séminaire encore. Del cual él ya había hablado en el seminario aún. Donc, il glisse d'une lettre à l'ordure, de la litura. Que desliza una letra a la basura. Alors, letter, liter, litura. Entonces, de ahí se organiza todo esto de liturater, con la palabra también basura integrada ahí. Sí. On entend aussi dans liturater la lettre qui tombe à terre. También se escucha ahí la letra que cae a la tierra, en lituratierra. Et qui, de ce fait, a un effet de ravinement sur le langage. Y que, por tanto, tiene un efecto de abarrancamiento del lenguaje.
Mais on entend également li, tu rates R. Y también leemos lee tus tachaduras. Es como intentamos traducirlo. Lee Si. No. te Littérature, si. Pero no es eso. Li, tu rates R, R, le réel. lee tu rates sería como las tachaduras y R que sería lo real. Sí, pero no es la misma cosa, raturas y ¿En cuál réel. punto? ¿En cuál punto no es igual? No, sí. ¿Tu peux signaler? Li, C'est le rat. R, R pour Lacan, c'est le réel. La lettre R. Hein? Oui, voilà, c'est ce qu'écrit Entonces Carlos sería, Ortiz. Merci beaucoup. Sería entonces Lee. Tu rates Está en el R. chat. Está en el Sí. chat de Zoom para los que la quieran seguir. Entonces sería algo así como Lee, tu rat, R, lee. Habíamos propuesto lee tus tachaduras, pero Sí. entonces Carlos nos está proponiendo también Lee, Sí. tu rat, R. Sí. Autrement dit, pas moyen de faire autrement que de lire. Entonces no hay modo de Hacer. no hay modo de, no hay manera de hacerlo diferente. Si, mais ce n'est pas en lisant qu'on attrape le réel. Entonces no hay manera de hacerlo diferente sino leyendo, pero no es leyendo que se atrapa lo real. Alors, je reviens juste avant ce voyage du retour de Lacan. Voy a ir un poquito antes de este viaje de retorno al Japón. Donc, à la conférence que Lacan a faite à Tokyo le 21 avril 1971 dans les locaux de l'éditeur qui a publié la traduction japonaise des écrits. Voy a ir entonces a la conferencia que Lacan hace en Tokio en abril de 1971 en los locales del editor Kobundo, que es quien publica la traducción japonesa de los escritos. Bien sûr, Lacan ne manque pas de saluer ses hôtes en évoquant l'art du jardin dans lequel ils excellent. Lacan no deja de saludar a sus anfitriones evocando el arte del jardín en el cual se destaca. Dans la diversité des jardins que l'on peut voir au Japon, Lacan choisit le carré s'ensuit, le jardin de pierre. En la diversidad de los jardines que se pueden ver en Japón, Lacan escoge el Karen Sansui, el jardín de piedras. Le ratissage savant en forme droite ou ondulée de l'étendue d'argile blanche vient faire valoir l'insistance muette et obstinée des rochers présents qui, a priori, ne s'adressent à personne. El rastrillaje sabio en formas derechas o onduladas de toda la extensión de la arcilla blanca, el caolín, viene para hacer valer la insistencia muda y obstinada de los peñascos presentes que a priori no se dirigen a nadie. Donc, ces pierres sont pour Lacan, sont les concepts finalement. Esas piedras serían, para Lacan, devendrían como los conceptos. Lire, c'est alors rouvrir les questions, ratisser encore autour des choses muettes. Y leer entonces sería reabrir las preguntas y más aún rastrillar alrededor de las cosas mudas. On peut trouver beaucoup de plaisir à contempler ces jardins graphiques. Podríamos encontrar mucho placer en contemplar estos jardines gráficos. Passer beaucoup de temps à commenter les explications de la répartition des pierres et des dessins.
Y podríamos también pasar tiempo enumerando y comentando las numerosas tentativas de explicar la repartición de las piedras, el dibujo de las olas que lo rodean. Mais cela n'est qu'élucubration. Pero esto es solo elucubración. Ces rochers sont les témoins muets et impassibles de l'impossible à dire. Y estos peñascos, estas piedras serían los testigos mudos e impasibles de lo imposible a decir. Et c'est l'image que Lacan choisit pour parler de ses écrits. Y eso es la imagen que Lacan escoge para hablar de sus escritos, dont il finira par dire qu'ils ne sont pas à lire. de los que él acabará por decir lógicamente que no son para leer. Donc, vous voyez, les écrits, c'est comme les rochers dans les jardins japonais. Entonces los escritos son como estas rocas en los jardines japoneses. Les vagues qui font autour qu'on peut lire. Tu me répètes, s'il te plaît? Ce sont les vagues que les rochers font autour qu'on peut lire. Ce qu'on fait. Olas, ajá, son las olas que se hacen alrededor de estas rocas, las ondas con las que se puede leer. Son las ondas alrededor de las piedras de las rocas lo que se puede leer. Je suis bavarde. Estoy hablando mucho. Bon, je voudrais dire pour conclure que quelques années après son voyage au Japon, quisiera decir para concluir que algunos años antes de su viaje a Japón, Lacan va entreprendre de lire avec François Cheng Lacan va a empezar a leer con François Cheng les grands textes des auteurs chinois. Los grandes textos de los autores chinos. Et c'est de ces échanges que Lacan va conclure que l'inconscient est poème. Y es de estos intercambios que Lacan va a concluir que el inconsciente es poema. C'est-à-dire quelque chose qui tient à la parole. Algo que proviene de la palabra. Quelque chose qui vient du lire. Algo que proviene de leer. Mais autre chose qu'un usage commun du langage. Pero otra cosa que el uso común del lenguaje. Je crois que je vais m'arrêter là. Creo que me voy a detener aquí por el momento. Je vous remercie pour votre patience. Muchas gracias por su paciencia.